Bienvenue au podcast Être un une sans frontières. Je m'appelle Pierre-Luc Quillotte. Je suis directeur général d'Ingénieurs sans frontières Québec. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour avoir osé venir découvrir ce podcast qui se veut être une simple plateforme d'échange, de partage, de discussion sur un sujet qui me tient tellement à cœur, la coopération internationale. Premier épisode, je m'entretiens avec Catherine Tardy, une amie de longue date, qui a eu l'immense générosité d'accepter d'être ma co-animatrice pour quelques épisodes. C'est un épisode introductif, on se présente tous les deux, on met la table à de futures discussions fortement intéressantes dans les prochains épisodes. Catherine et moi, on ne se prétend pas être des experts de la coopération internationale, on reste avant tout des coopérants qui ont participé à plusieurs projets, plusieurs missions terrain. Et on a tout simplement et bien humblement envie de partager nos anecdotes et notre vision de la coopération internationale. Si la discussion résonne chez vous, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous lire, liker, partager à vos amis. La table aussi est prête à recevoir d'autres personnes. Si vous faites partie de des organismes de coopération internationale et vous avez envie de vous aussi collaborer, partager, discuter sur la coopération internationale, il reste de la place. L'invitation est lancée. On envoie ça dans l'univers, comme on dit. J'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir le podcast Être un une sans frontières. Je vous remercie. Bonne écoute. Je pense qu'on est correct. Ben, au moins, on en fait un, là. Au moins, on est assis. On est là. C'est vrai, thrill. On ne sait pas si ça va être bon, mais au moins, il est enregistré. Ça se peut que ça soit pas très bon, mais on coupera ça au montage. Non. Mais tu sais-tu pourquoi c'est toi que j'ai appelé en premier pour faire le podcast? Non. Tu sais pas? Tu n'en doutes pas du tout? Non. Pas en tout? Non, vraiment Parce pas. que ça faisait longtemps qu'on s'était parlé quand je t'ai appelé. Tellement. Ça faisait au moins un bon 2-3 ans. En fait, c'est super simple parce que on a à peu près commencé la coopération en même temps. 2013? 2013. Ben moi, c'est un petit peu avant, comme 2009. Et on s'est connus au début, tu sais. Puis j'ai l'impression que même si on n'a jamais été... Tu sais, on a travaillé un petit peu ensemble chez Ingénieurs sans frontières, mais sans plus, tu sais. Je pense que nos parcours ont comme tout le temps été un petit peu en parallèle, mais on s'est comme toujours tenu informés l'un de l'autre par les médias sociaux. Ah, regarde, Catherine est partie à tel endroit, a fait tel projet. Je suis pas mal certain que tu as fait la même chose de ton côté. Puis, on se connaît suffisamment pour être à l'aise à discuter, mais on se connaît pas assez parce que je connais pas tes anecdotes, je connais pas comment tu as vécu ta coopération. J'en ai aucune idée. Mais très peu de monde le savent, là. Ben c'est ça, parce qu'on s'en est jamais parlé. Fait qu'on n'est pas assez proche pour avoir eu ces discussions-là, mais on est assez proche pour être à l'aise, puis on se connaît depuis suffisamment longtemps. Fait que je trouvais que c'était comme le parfait match, tu sais, pour s'asseoir puis parler de ça. Fait que c'est comme pas mal la grosse raison. Il y en a une deuxième, puis c'est simplement une question physionomique. T'es une femme, et faire de la coopération en tant qu'homme versus femme, il y a une énorme différence. Une question de parité aussi, hein? Oui, une question de parité, puis de complémentarité. Quand je t'ai proposé le nom du podcast, Être un sans frontières, je pense 30 secondes après que je t'ai envoyé le nom du podcast, tu m'as répondu en disant « C'est pas paritaire comme nom de podcast. » Non, c'est pas inclusif. C'est pas inclusif. Donc, on l'a modifié. Ouais, on est arrivé à quelque chose que je suis excessivement fier, qui est Être un une sans frontières. Fait que je pense que cette complémentarité-là, elle va transparaître aussi. Parce que nos expériences sont différentes. C'est sûr. On a une vision peut-être qui est probablement pas la même là, de la coopération internationale. Fait que certainement qu'on va pouvoir s'alimenter puis avoir des beaux échanges là, par rapport à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, je trouve ça super intéressant. Ouais. Et j'ai été vraiment étonnée, ben pas étonnée, mais j'étais contente que tu m'appelles. Puis ça me fait toujours plaisir de parler de coopération, de parler de mes expériences surtout, tu sais, parce que j'ai une idée de la coopération, mais c'est la mienne. C'est mes expériences. Ouais, j'adore les partager, là.
Donc, je suis super contente d'être ici. OK. Puis, ça t'a-tu pris du temps avant de comme dire un vrai oui? Non. Ça a été quand même intuitif? C'est genre, OK, oui, c'est un beau projet, j'aime l'idée. Ah non, j'adorais l'idée. Tu te rappelles des débuts? Parce que quand tu m'as appelé, tu m'as présenté l'idée. Je pensais que tu voulais une validation. Oui, c'est sûr que je valide l'idée. Je trouve ça hyper intéressant de faire des podcasts. Il y en a plein. Puis il faut toujours en faire plus parce qu'il faut en parler. Mais je pensais pas que c'était pour me le proposer. Puis c'est sûr que moi, d'emblée, je vais te dire oui parce que je m'implique tout le temps quand on me le demande. Je continue à quand même toujours être impliquée. Mais ça faisait partie de la stratégie. Ah, de tu te le savais. proposer l'idée, d'abord, dire « Hey, qu'est-ce que t'en penses de cette idée-là? Puis là, de voir ta réaction. Puis si elle était positive, là, j'arrivais avec « Ben, ça te tente de co-animer? » Ça faisait partie de la démarche. Stratégie. Parce que je voulais d'abord que tu réfléchisses à l'idée avant de réfléchir à l'enjeu que ça comportait de s'impliquer dans ça. Tu comprends? Ouais. Fait que si l'idée te paraît super intéressante dès le départ, ben, elle n'est pas teintée après de ton questionnement. Je participe-tu, je participe pas? Est-ce que ça va me demander beaucoup de temps? Tu sais, c'est quoi? Ouais, c'est une bonne stratégie d'aller piquer mon intérêt parce que il y a le côté rationnel de la logistique. Tu sais, je suis une jeune mère, je travaille, puis j'ai une très grosse charge mentale qui me revient. Là. Fait que, tu sais, des fois, j'aurais envie de rester chez moi le soir au lieu de me déplacer, faire 1h15 de route, venir faire un podcast, puis après retourner chez moi. Je comprends tout à fait. Mais tu sais, quand c'est profond, quand on fait de la coopération aussi, je pense que c'est parce qu'on est animé de cet intérêt-là. Il y a quelque chose de très fort. Tu sais, c'est pas un travail, là. C'est une question de valeur. Oui, c'est viscéral, c'est le bon terme. Tu vas là-bas parce que ça concorde avec tes valeurs. Oui, on pourra en reparler un petit peu plus tard, mais je pense qu'il y a beaucoup d'égocentrisme dans le fait de faire ces actions-là, dans le sens où on comble beaucoup nos propres besoins avant de combler... Complètement. Fait qu'on pourra en parler, là, c'est super pertinent. Mais peut-être qu'on peut commencer par se présenter. Les gens qui vont écouter ne savent pas qu'est-ce qu'on fait dans la vie, c'est quoi notre parcours, pourquoi est-ce qu'on est assis en face de l'autre, en fait. Fait qu'en fait, je sais pas si tu veux commencer. Ouais. Ça a commencé où, toi, tout ça? T'as grandi où? Bon, ben moi, en fait, je viens de Thetford Mines. Et j'ai grandi là et j'ai un parcours assez conventionnel. Secondaire, cégep, puis on avait des choix de carrière, puis on dirait que j'avais pas nécessairement 1000 options qui s'offraient à moi. Comme je dis, c'était conventionnel. Fait qu'après le cégep... tu vas à l'école, tu passes tes cours, tu as un diplôme, tu travailles là-dedans, c'est ça le parcours. Oui, puis les domaines où tu peux aller travailler sont aussi limités selon ce qu'on nous présente, parce que je suis allée voir plusieurs orienteurs. Moi, j'étais très perdue, je ne savais pas ce que je voulais faire, je me trouvais trop jeune pour décider ça, il me manquait d'expérience. Je suis même allée voir des consultantes ésotériques là, pour me guider, mais vraiment, j'avais aucune idée. Fait que, tu sais, parcours très traditionnel. Je me suis rendue à l'université en administration des affaires. Et ce qui m'intéressait, ce qui m'animait, c'était le voyage. Parce que j'ai beaucoup voyagé avec mes parents plus jeunes. Où t'es allée? Ah, mais premièrement, on a visité le Québec, mais on a visité aussi les États-Unis. On était tout le temps en mode voyage. T'sais, dès qu'on pouvait, on partait. On avait un camp de pêche dans le nord du Québec. T'sais. Moi, c'est ce qui m'animait, la découverte. Ma mère est hyper curieuse. Fait que tout ce qu'il y avait à visiter, on le visitait. Fait que déjà, j'avais cette fibre-là. Ouais, c'était ancré, en fait, là, le désir de découvrir, puis la curiosité, puis de ne pas être sédentaire toujours à un même endroit. Oui, très, très active. J'avais une famille très active. Fait que je pense que le côté découverte, puis j'ai toujours été très indépendante aussi, mais comme je te dis, la curiosité, j'allais vers les autres. Très petite, on était sur une plage aux États-Unis, puis j'allais parler aux autres enfants. Même s'ils ne comprenaient rien de ce que tu leur disais. Non, ça me dérangeait pas. Je savais pas qu'ils comprenaient pas. Fait que, tu sais, la différence ne m'a jamais fait peur non plus. Là. Tu sais, j'allais pas toujours vers des gens qui me ressemblaient nécessairement non plus. Fait que ça a plus peut-être commencé par là. Fait qu'en me rendant en administration des affaires, je me suis dit, waouh, je suis pas à ma place. Là. J'ai détesté ça. Je l'ai fait. Tu sais, j'étais bonne à l'école, j'ai réussi, mais je détestais ça. Sauf que la seule chose qui m'animait, c'était le profil international. Fait que je suis partie faire une session à l'étranger. Je suis partie pendant 6 mois et j'ai voyagé comme jamais. Là. Toutes mes économies, je les ai passées dans le voyage. OK. Fait que j'ai obtenu mon bac. Mais c'est quoi tu as fait en voyage? T'es allé où? Je sais pas combien de pays en Europe. J'étais en France. OK.
Ouais, j'étais à Aix-en-Provence, puis de là, tu peux voyager Ah, ben là, ben pour oui, 60 l'Europe, euros. T'as un vol aller-retour au Maroc, là. Ah, le train, puis tu sais, il y a Ouais, plein de façons, là, terrestres aussi. ça coûte rien. Fait que nous, dès qu'on pouvait, dès qu'il y avait des congés, les fins de semaine, on était un petit groupe ou des fois, on partait juste deux, puis... C'était-tu des sessions? C'était-tu comme des cours que tu avais là-bas? Ou Oui, j'allais à c'était... l'école. OK. C'était une session, sauf que c'était pas... Mais ça aurait pu être un stage professionnel, c'est pour ça que je posais Ouais, la non, question. c'était vraiment une session. OK. Ça faisait partie de mon cursus, puis une session de 6 mois traditionnelle, mais c'est ça, on partait les week-ends, on partait quand il y avait des congés, puis les notes comptaient pas nécessairement, c'était échec ou réussite. Fait que, tu sais, on donnait ce qu'on Classique. voulait donner, mais tu sais, j'ai réussi très bien, là. Ouais, mais ça, c'est ça. Ça, c'est ce qui est le fun de pouvoir faire des cours à Ouais. l'international, là, c'est que Ouais, t'as pas de notes parce que, bon, les systèmes sont différents, fait que c'est difficile d'être transposable. exactement. Puis j'ai rencontré des gens, j'habitais dans une résidence, j'ai rencontré des gens de partout dans le monde. Fait que j'ai des amis, j'ai une amie néerlandaise, j'ai un ami pakistanais avec qui je parle couramment, Ah ouais? là. Fait que, Ouais, tu sais, ça m'a beaucoup ouvert sur le monde, juste ça. Fait que je pense que c'est ça qui m'a animée pendant mes études, là, vraiment. Puis j'ai dit, ben si je continue, faut encore qu'il y ait une session à l'étranger. Puis j'ai trouvé une maîtrise en gestion internationale parce qu'elle avait une session à l'étranger aussi. Et on OK. était une classe, un tiers de Québécois, ben, un tiers de Canadiens, un tiers d'Africains, puis un tiers de Français. OK. Ben, c'est européen, mais c'était principalement des Français, là. Puis c'était vraiment fait comme ça. Une session au Québec, tout le monde ensemble. Une session en France, tout le monde ensemble. Puis après, on rédige en mémoire en entreprise. Ah mon Dieu, ça doit vraiment tisser des liens incroyables, là, parce C'est que... quelque chose. J'ai rarement vécu... on était un petit groupe aussi, là. On était 30, puis on était soudés. Il y en a qui ça ont quitté en doit- cours de route, mais je me suis fait des amis qui, encore aujourd'hui, tu sais, c'est fort. C'est très, très fort, là. Ouais, parce que ben, Ouais. un an de temps, là, est-ce que Mm. c'était un an la période? Ouais. Un an de temps à partager tu sais, la découverte du monde, tu sais, partager des expériences de voyage, partager les études aussi, là, les cours, faire des travaux. Aïe, aïe, c'est un beau programme. Ouais. Je savais pas que ça existait. Fait qu'imagine Ça le fait groupe, découvrir on quelque est chose. tous ensemble au Québec. Fait qu'il y en a il y en a qui étaient déjà au Québec, mais il y a des Français qui arrivaient puis qui découvraient le Québec. Nous, on les accompagnait là-dedans. Et après, on arrive en France, c'est eux qui nous font découvrir leur coin. Là, cette fois-ci, on était à Poitiers. OK. Puis encore là, ben, dès qu'on pouvait en voyager. Fait que moi, je suis retournée voir des gens que j'avais rencontrés à mon autre session à Aix-en-Provence, qui était encore en Europe, là. Je suis retournée voir mon amie néerlandaise qui m'a fait découvrir sa ville. Donc, c'est ça. Puis, la troisième partie, tu sais, t'as une session au Québec, une session en France, puis après le mémoire. Mémoire en entreprise. Gestion internationale. Donc, Ouais. je me ramasse dans une entreprise très, très lucrative, là, une très grosse entreprise avec un gros département international. Puis, tu sais, j'ai un beau mandat, c'est super intéressant. Puis, tu sais, il y a une ouverture pour que je puisse continuer après à travailler là. Mais franchement, je fais ce travail-là, mais il se passe rien, là. Ah, c'est vide. T'as Ouais. pas l'impression que ça t'habite. Il n'y a pas de motivation. Non, puis pour moi, l'argent n'est pas assez important pour dire que je continue, là, puis que je vais travailler là, tu sais, pour des conditions de travail. C'est pas ça. Et en cours de route, une fille que j'avais rencontrée, elle m'avait déjà parlé des stages, autant c'était l'ACDI, Ouais. l'Agence canadienne de développement international. T'étais dans les dernières années de l'ACDI, là. J'étais vraiment dans les dernières années, puis elle a pensé pouvoir faire son mémoire dans le cadre de ce stage-là, mais finalement, ça fonctionnait pas. Mais moi, j'ai retenu le nom. Ça m'intéressait, puis j'avais déjà fait un voyage de solidarité un peu plus jeune. J'étais partie avec une organisation de Tedford, puis on était parti construire une école au Paraguay, dans le fin fond d'un village, là. Fait que, tu sais, le milieu, je le connaissais un petit peu, puis ça m'intéressait. Fait que un stage de 6 mois, moi, j'ai trouvé au Nicaragua, qui était dans mon domaine, parce qu'il y avait des stages dans tous les secteurs. Il y en avait sûrement en ingénierie, mais moi, j'étais plus en gestion, projet, entreprise et tout ça. Fait que c'était dans le milieu écotouristique, gestion de projet dans le milieu écotouristique, une petite association de femmes qui reçoivent des touristes à la maison. Fait que ça m'intéressait. Puis on dirait que tout le monde était contre cette idée-là, hein, parce que c'est très peu payant, tu sais. Tu pars 6 mois, tu reçois une allocation très minimale, puis très minime, pardon, puis t'es logé dans une famille, tu sais. En tout cas, Ah oui. me Mais semble c'était plus pour l'expérience que pour la Ouais, mais carrière, là. après avoir fait une maîtrise, tu t'en vas faire un Ouais. stage de 6 mois, t'es payé 500 $ par mois, tu sais, c'est... Non, excuse-moi, 750 par mois autant, fait que tu sais,
Puis comment ta famille a réagi quand tu leur as annoncé ce beau projet-là? Ben moi, mon père est très... tu sais, c'est un homme d'affaires, très cartésien. Il prévoit beaucoup le futur, fait qu'il se disait, ben... C'est pas très logique comme décision. Tu pourrais avoir un meilleur emploi avec un meilleur salaire, mais moi, j'étais dessus, je l'ai fait pareil. Il n'était pas question, là. Il fallait que je laissais. Puis ma mère, elle m'a toujours encouragée dans mes décisions. Tu sais, j'étais très jeune, je voulais partir dans des camps d'anglais pendant 2 semaines à Saint-Georges-de-Beauce. Puis ma mère, elle allait me porter, elle revenait à pleurer tout le long, mais elle m'a toujours encouragée. Ouais, fait qu'elle m'a encouragée, puis je l'ai fait ce 6 mois-là. Mais ce 6 mois-là au Nicaragua m'a vraiment fait réaliser qu'il y a plusieurs façons de vivre, qu'il y a plusieurs façons... J'ai rencontré tellement de gens aussi là, qui ont des métiers, qui ont des carrières dans d'autres domaines. Là. J'ai vraiment réalisé qu'il y avait autre chose qui s'offrait à moi. On dirait que c'est là que j'ai même découvert Québec sans frontières, que je ne connaissais pas, puis que si j'avais connu, ben crois-moi que je l'aurais fait. Ben oui. C'est... moi non plus, j'ai connu Québec sans frontières il y a même pas 2 ans. Là. Ouais. Je savais pas que ça existait. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y avait un univers qui s'ouvrait devant moi, d'autres façons de vivre. Puis là, tu sais, ça m'intéressait. Fait que je suis revenue au Québec. Puis j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait. Et il y avait un emploi à Ingénieurs sans frontières, Québec, à Montréal, mais qui était très petit. Un emploi très précaire, autant. Tu sais, tout dépendait du financement qu'il y avait. Mais j'avais vraiment le sentiment que je devais continuer là-dedans. Fait que je l'ai fait, tu sais. J'étais presque pas payée, là. C'était quasiment du bénévolat, ce que je faisais. Ouais, mais... Moi, c'est à cette époque qu'on s'est rencontrés, là, quand tu as commencé à travailler. Puis même moi qui embarquais dans l'organisation à titre de membre du conseil d'administration, je savais même pas que tu étais dans cette condition-là, un peu de salaire un peu précaire, dans des conditions de travail quand même où c'est du 35-40 heures semaine, mais tu n'as pas beaucoup de revenus, puis c'est très tributaire du financement qu'on va chercher, donc j'étais pas du tout au courant de ça. Le ISFQ de l'époque, de cette époque-là versus aujourd'hui est différent, là, mais c'est ça. Mais c'est la réalité de beaucoup d'OSBL. C'était le ISFQ d'il y a quelques années, mais il y a énormément d'OSBL au Québec que c'est ça la réalité. Ouais, tout à fait, mais ça a été pour moi super formateur. J'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai appris énormément, puis je suis restée quand même longtemps. Là, je vivais pas dans la misère. T'es resté combien de temps? 1 an et demi. Quand même. Ouais. Sauf que le mode de vie de la métropole nous rattrape. À un moment donné, tu as envie d'avoir un petit peu plus. Fait que c'est sûr que j'avais envie d'avoir des meilleures conditions de travail. Puis ça m'a amené à un autre type d'emploi, plus administratif. Et j'ai pas réussi à faire 1 an. Une rechute. Ouais, j'ai eu une rechute. Et là, j'ai eu l'appel du terrain. J'avais aimé ma première expérience en coopération, mais j'avais quand même quelques petites déceptions. Tu sais, j'avais besoin de voir autre chose. Donc là, j'ai trouvé une autre organisation, puis je trouvais que les valeurs correspondaient un petit peu plus à ma personne. Donc, je suis repartie sur le terrain et je suis partie sur le continent africain. Là. J'étais pas prête, pas du tout. Je m'attendais pas à ça. C'est un mandat qu'on m'a proposé. Là. Puis j'ai foncé. J'étais rendue là, j'étais prête, fait que je suis partie. T'étais jamais allée en Afrique avant ce mandat-là? Juste en Afrique du Nord, j'étais allée au Maroc, en tant que touriste. Là. OK. Donc, j'avais énormément de préjugés sur l'Afrique. Je m'en allais en Afrique de l'Ouest, fait que j'avais énormément de préjugés, comme la plupart des gens que je connais ici, là, parce qu'on connaît rien. On nous présente pas le vrai visage de l'Afrique. Ce qu'on voit à la télé, c'est pas ça. Fait que c'est sûr que j'arrivais avec beaucoup de préjugés. On a grandi dans une génération où c'était vision mondiale à la télé, puis qu'on allumait ça, puis là, on avait hâte que l'annonce finisse, parce qu'on était tanné de voir la Madame Blanche avec les petits-enfants à peine habillés, avec, c'était ça la vision qu'on avait de l'étranger. Ouais. Puis on était comme, il me semble que c'est choquant, il me semble que je veux pas voir ça. Fait qu'on changeait de poste ou on attendait patiemment, puis là, on finissait par écouter notre émission, tu sais. Mais c'était ça, on a à peu près le même âge, là, puis c'était encore ça jusqu'à... Peut-être il y a 7-8 ans, là. Il y avait encore ces annonces-là. Oui, mais je parle avec des personnes qui pensent encore ça, là. Aujourd'hui, en 2021. Fait que, imagine comme c'est ancré, c'est fort. Puis, tu sais, on est rempli de préjugés. C'est pas négatif, tu sais. On grandit dans une société, puis ça vient avec, c'est un bagage qu'on porte. Fait que je suis arrivée là-bas, et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, là. J'ai vraiment eu une expérience extraordinaire, puis... j'ai continué à travailler avec cette organisation-là, puis après, je suis allée faire 1 an au Burkina Faso. Encore en tant que coopérante volontaire, puis j'avais des projets extraordinaires, là, travailler à
souveraineté alimentaire, c'était vraiment plus axé sur l'agriculture, développement durable, c'était hyper intéressant, puis beaucoup de l'éducation avec les jeunes, travail avec les femmes. Ouais, donc 2 super mandats en Afrique de l'Ouest. Fait que j'ai été coopérante pendant tout ce temps-là, mais j'étais remplie de questionnements aussi, là. Je tenais un blog pendant ce temps-là, puis je suis allée le relire il y a pas longtemps, puis c'est fou comment... On fait tout ça au début, hein, mais c'est super important de le faire, de prendre des notes de voyage, des notes de... Tu sais, tout récemment, j'ai ressorti on pourrait en parler aussi de mon parcours, mais dans mon premier trip là, de coopération, là, alors que je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, un peu comme toi quand tu es arrivé en Afrique, je réalisais mes premiers textes que j'ai rédigés là, dans les tout premiers jours que je suis arrivé en Afrique, et je me dis, oh mon Dieu, je voyais, tu sais, ma lunette a complètement changé, là. J'avais vraiment une vision complètement déphasée de ces... Puis le choc culturel transparaît dans mes textes. Mais clairement. C'est drôle parce que j'en parle de la lunette, tu sais. Dans mes textes, là, j'en parle de la lunette, puis j'ai dit, il faut que j'enlève ma lunette occidentale, puis que je regarde sans comparer, parce que je comparais beaucoup au début, parce que c'est radicalement différent de ce qu'on connaît ici, là-bas, là. Tout est différent, la notion du temps, la religion, tout, là. Fait que ça m'a fait rire d'aller relire ces articles-là. J'étais pleine de questionnements, là. Je cherchais le sens dans ce temps-là, le sens des choses. Parce qu'on a vraiment un parcours super différent. Moi, ça n'a pas été ça du tout. Tu as voyagé presque toute ton enfance. Moi, j'ai été sédentaire jusqu'à 21 ans. J'avais jamais pris l'avion de ma vie. Ouais. J'avais pas sorti ou presque du Québec. J'étais juste allé dans le Maine, tu sais, à Old Orchard Beach. Là. Fait, est-ce que c'est vraiment sortir du Québec? Je sais pas. Pas tellement. Ouais. Mais tu sais, moi, si je peux me permettre, mon enfance, ça a été les terrains de baseball puis les arénas. C'est là où j'étais. Toutes les fins de semaine. Tu sais, j'ai 3 frères, on jouait tous au baseball, tous au hockey. Fait que la semaine, c'était la routine de l'école. Maman à la maison, qui a une garderie tu sais, pour les dîners, puis avant, après l'école. Papa qui travaille fort, travaille des fois à l'extérieur pour rapporter un petit peu plus de sous, parce qu'il y avait juste un revenu à l'époque, à cette époque-là, pour ma famille. Et les fins de semaine, on part, on fait des lunchs, puis on part toute la journée, puis on fait toutes les arénas, les terrains de baseball, puis c'est ça, là. Puis on vit vraiment dans ces environnements-là au Québec, mais c'est super stimulant parce que je suis tout le temps entouré de plein d'autres amis. J'ai toujours été, autant avec la garderie que ma mère avait à l'époque à la maison, versus quand j'étais sur les terrains de baseball ou dans les arénas l'hiver, j'étais tout le temps avec plein d'autres gens. Fait que moi, j'ai grandi j'ai eu une enfance, en fait, remplie d'amis, tu sais. Très sociale. Ouais. Mais je ne savais pas du tout ce qui se passait en dehors du Québec, tu sais. Oui, mais tu sais, j'ai pas voyagé... Tu sais, j'ai commencé à faire mes voyages outre-mer plus vieille que ça aussi. Moi aussi, ma jeunesse s'est beaucoup concentrée dans mon réseau, puis j'avais des cours de danse, puis je jouais au soccer, puis j'avais mon groupe d'amis, puis tu sais, on voyageait beaucoup au Québec, puis aux États-Unis. Moi, je suis jamais allé en Gaspésie. J'ai plein de belles régions au Québec que j'ai jamais visitées encore. Ouais, parce que c'était pas ça. Tout était centré sur le sport. Mes parents étaient impliqués dans les équipes. Mais c'était une super belle enfance. Là. Je regrette pas du tout d'avoir eu cette enfance-là, même que c'est un peu ce que j'essaie de reproduire avec ma famille à moi aujourd'hui. T'sais. Mais ça te donne un beau modèle pareil. Tu dis tes parents étaient impliqués, fait que tu vois tes parents qui... Ça a parti de là. Moi, c'était hors de question que mes parents étaient assis dans les estrades. Si on joue au baseball, ma mère ou mon père coachait, ou ma mère était gérante. Wow. C'était tout le temps ça. Là. C'était une implication. Puis je me souviens même d'un tournoi de hockey que ma mère était présidente du tournoi, puis elle organisait. C'est un tournoi dans la région de Beauport, dans la région de Québec. Et c'est quand même un tournoi où il y avait des équipes internationales qui venaient. Et même mes grands-parents s'impliquaient dans le tournoi, faisaient la cantine pour nourrir tous les bénévoles. Fait que, tu sais, c'était super familial, super rassembleur. On faisait tout... Moi, je dormais dans l'auto des fois parce que mes parents étaient là de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, puis on allait se coucher dans l'auto parce qu'on était fatigués, parce qu'on avait joué 2 games de hockey, puis couper des oranges toute la journée. T'sais. Mais c'est un univers exceptionnel aussi pour un enfant, ça. Puis de voir des parents qui s'impliquent comme ça, qui font... Tu sais, ça te fait baigner dans le bénévolat. Moi, j'en ai pas fait de bénévolat à part quand les Jeux du Québec sont venus chez nous, tu sais, mais
Je connais pas ça, là. Fait que c'est un autre univers, là. Puis, tu sais, ça, c'était vraiment plus mon primaire, mon début de secondaire, mais ça s'est répertorié aussi après dans mon fin secondaire où là, je voulais tout faire, tu sais. Mes parents étaient moins impliqués, on faisait moins justement les arénas puis les terrains de baseball, vu que j'étais rendu un petit peu plus vieux. Fait que là, moi, j'arbitrais, je marquais au baseball, je jouais au football, je jouais au hockey, je jouais au baseball. Là, je commençais à travailler en plus chez Renault Dépôt. Tu sais, j'étais comme full activité. Mon horaire était hyper chargé, mais c'était parce que j'avais toujours eu ce train de vie-là, même étant jeune. T'sais. C'était ta norme. Hein? Ouais, c'était ma norme, mais toujours dans un contexte québécois, pas ouvert sur le monde, ouvert sur notre société à nous. Mais c'est dur de l'être ouvert sur le monde, même quand tu voyages, d'avoir cet intérêt de te questionner, qu'est-ce qui se passe vraiment ailleurs, puis pas juste en termes touristes, là, mais c'est quoi les conflits, puis c'est pas quelque chose qui est... Ben, c'est parce que c'est pas simple non plus. Là. Si tu allumes la télévision, puis tu écoutes les nouvelles, puis tu entends parler du conflit israélo-palestinien, c'est un conflit excessivement complexe, tu sais. Mais tu as des petits fragments de l'histoire de ce conflit-là. Fait que ce que tu vois, c'est qu'OK, ailleurs, il y a de la guerre, tu sais, ça brasse, je sais pas trop pourquoi c'est ça qui se passe. On a de la misère à se sentir interpellé aussi, donc à s'y intéresser. Ben oui, là. Ben oui. Ouais. Mais tu sais, il me semble que là, j'imagine mon fils, souvent moi puis mon chum, on a des discussions sur les dictateurs africains puis l'emprise de l'Europe sur l'Afrique. Parce que ça nous touche, puis on peut en parler pendant 2 heures à table, tu sais. Puis on va regarder des documentaires sur Kadhafi, puis... Fait que, tu sais, tu vois, le fait d'être allé, de revenir, ben là, les discussions de la famille, peut-être qu'ils s'élargissent un petit peu, puis qu'ils s'ouvrent sur le monde, puis mon fils, quand il va me poser une question, ben j'aurai peut-être un petit peu plus de pistes de réponse, puis je vais l'ouvrir à ça, mais, tu sais, nous aussi, dans la semaine, là, on parlait pas de ça, là. Non, mais je pense que la génération... mettons le 20 ans et moins en ce moment, là, ceux qui ont cet âge-là, ça va être complètement différent que la génération de nos parents. Nous, on est un peu dans un middle spot entre ces deux générations-là où on commence à voyager plus, à découvrir le monde, mais c'est pas très tôt. Moi, j'ai des amis qui sont plus jeunes que moi, puis ils ont déjà fait 10 pays, ils ont déjà fait des voyages sac à dos partout en Europe, en Asie, ils ont visité l'Inde. Je suis comme... OK, tu sais, moi, je n'étais pas rendu là. Je pense que c'est plus facile pour eux. Moi, j'avais l'impression que je devais percer quelque chose, là, pour... J'avais comme une... Il y avait une marche à monter, là. Oui, j'avais une marche à monter, il y avait une armure à transpercer, puis il y avait beaucoup de peur de la part de ma famille, C'était c'est la peur de l'inconnu. Mais c'est beaucoup d'inconnus. Ouais. Tu sais, j'allais très loin, on partait très loin. Là. On sous-estime beaucoup, je pense, cet inconnu-là. Puis, tu sais, quand je suis arrivé à l'université... Là où l'international m'a appelé, c'est un hasard. Là. Ah ouais? Honnêtement, moi, je suis Obélix qui est tombé dans la soupe. Je te le dis, là, je savais pas du tout qu'est-ce que je faisais. Je arrive à l'ETS, je suis encore à l'École de technologie supérieure, je suis encore sur mon vibe de je veux faire toutes sortes d'affaires, puis je veux essayer tout, là, un peu comme j'ai toujours fait depuis que je suis tout petit. Mais toi, tu viens de Québec. Oui, moi, je viens de Québec. Okay. T'es quand même un grand move d'aller à Montréal. Oui, pour étudier à Montréal. Oui. J'ai quitté ma ville natale, puis je me suis dit, je m'installe à Montréal, tu sais. Puis je partais pas seul, je partais avec comme 4 amis de Québec qui à Lyon, on habitait ensemble, c'était le même appartement, tu sais. Fait oui, il y a un move, mais tu sais, c'était très réfléchi comme move. C'était sécuritaire, puis j'avais mes repères. Puis mes parents me faisaient beaucoup confiance. J'étais autonome financièrement. Je travaillais depuis longtemps, j'avais des sous de ramasser. Fait que c'était pas trop inquiétant. Mais je me rappelle la journée que j'ai appris à mes parents que je voulais essayer de m'impliquer dans un projet de coopération internationale. C'était des immenses points d'interrogation dans leurs yeux. Ils ne savaient pas du tout de quoi je parlais, puis dans quoi je m'embarquais. Puis même moi, je ne le savais pas. Là. Fait que je me suis essayé. J'avais vu une vidéo, je pense, sur les téléviseurs à l'École de technologie supérieure qui présentait une équipe qui avait construit un bâtiment en Afrique. Okay. J'étais comme, c'est cool, il y a des étudiants de l'ETS qui font ça. Dans quel pays? Je me souviens pas c'était où. Ça fait trop. Puis là, je vois ça, puis je suis comme, c'est vraiment le fun. Qu'à l'ETS, on peut aller faire ça à l'international. C'est cool.
Fait que là, je me renseigne un peu. J'apprends que c'est un club étudiant qui s'appelle le Précis, que je porte d'ailleurs Ben oui. le chandail de l'édition actuelle du Précis. C'est un club étudiant qui existe toujours. Mais en voyant la vidéo sur un écran, c'est ça qui Ouais, c'est j'ai ça le vu déclic? ça, puis j'ai fait « Ah, c'est cool, je vais me renseigner, je vais faire les entrevues. » Mais à l'époque, moi, j'étais à ma première année de baccalauréat et ils ne prenaient pas les étudiants de premier bac, Ok. de première année de bac. Parce qu'ils se disaient « Ah, il y a trop de risques, si tu quittes tes études ou quoi que ce soit, ben, on perd un membre de l'équipe. » Parce qu'il y a juste 6 personnes par année qui sont sélectionnées pour faire partie de la cohorte, t'sais. Fait qu'ils ne voulaient pas prendre ce risque-là. Fait que moi, je vais faire des entrevues, puis si ça ne fonctionne pas, l'année prochaine, je réessaye. Je vais tout savoir les questions, puis je vais pouvoir être super bien préparé. Je passe les entrevues, je me ramasse à l'entrevue de groupe. C'est une entrevue individuelle d'abord, entrevue de groupe par la suite. Puis là, je suis à l'entrevue de groupe, puis ça se passe bien, on fait des activités, puis je sens que j'ai une bonne chimie avec les autres. Puis à la fin, je vais m'en rappeler, il y a un des anciens de ce club-là qui me regarde, puis il fait comme « Ouais, on va changer nos règlements. » T'as fait changer les règlements du Yes. Précis J'ai dans été leur sélection. J'ai été le première année qui a été sélectionné dans le Wow. club étudiant. Ça fait, Écoute, toute une médaille. Ouais, ça fait bon Très effet. fier. Mais c'est ça. Puis je suis embarqué là-dedans. Encore une fois, un an à préparer un projet que je ne sais pas qu'est-ce que je m'en vais vivre. J'ai jamais pris l'avion de ma vie. Ni dans quel pays tu t'en Ni allais. dans quel pays, parce que c'est nous qui choisissons. Mais toi qui viens d'un environnement tellement sécuritaire, qu'est-ce qui t'a... Voyons, je comprends pas. Je me sentais à ma place. C'était très familial, parce que le Précis, c'est une cohorte, puis en dehors de tes heures d'études, tu es avec cette famille-là, puis tu construis ton projet. Il faut que tu mettes énormément de temps pour la recherche de financement, parce que c'est un projet qui est autofinancé par l'équipe. Il y a quand même pas loin de 100 000 $ à ramasser en un an, en moins d'un an, même en 10 mois. Fait que c'est un énorme défi. On est 6 pour le réaliser. Fait que ça demande beaucoup d'implication, là. Des fois, là, c'était un 40-45 heures semaine d'implication, là. Fait qu'il y en a des cours où je peux aller parce qu'il y avait des activités de financement qu'il fallait organiser ou qui... Mais ça a été excessivement bénéfique parce que ça a été mon baptême, je suis embarqué là-dedans, puis j'ai découvert le monde de la coopération, puis c'est là où j'ai comme fait, OK, ça va faire partie de ma vie. Maintenant Maintenant que j'y ai goûté, que je sais qu'est-ce que ça m'apporte, parce qu'on en a glissé un mot tantôt, c'est que notre désir souvent de faire de la coopération part un petit peu d'un désir très égocentrique de dire « Hey, ça me fait du bien de faire ça, fait que je vais en refaire. » Ouais. Puis là, la piqûre, je l'ai eue comme il faut. Puis moi, en revenant, là, j'étais convaincu que 6 mois après, je retournais en Afrique pour refaire un autre projet. Okay, parce que t'es allé en Afrique, là, avec je suis allé en Afrique, en République démocratique du Congo. Je suis débarqué à Kinshasa, à l'ancien aéroport, pas celle qui vient d'être rénové récemment. On pourra en parler là, du choc culturel dans un autre épisode, là, mais j'ai plein d'anecdotes à raconter. C'était épouvantable. Et t'es parti combien de temps en tout? Je suis parti 4 mois là-bas. OK. C'est intéressant, puis je pense que la durée a un impact sur... C'est assez long pour intégrer une culture, la comprendre, partager, rire avec les populations, parce qu'on habitait à même un village quand même très, très isolé. Donc, c'était une expérience qui a changé. Mes parents ne me reconnaissaient pas quand je suis revenu de là. Ma mère, quand elle m'a vu atterrir à l'aéroport de Montréal, puis qu'elle m'a vu sortir avec mes bagages, elle était comme, OK, il a vécu sur une île déserte. C'était Tom Hanks dans Seul au monde. Là. Parce que physiquement, t'avais changé. Physiquement, j'avais changé. Okay. J'avais la grosse barbe longue, les cheveux tout dépeignés. Je m'étais fait faire des habits avec du tissu africain super coloré. T'sais. Puis là, elle me voit débarquer en gougoune en plein mois de janvier. T'sais. Pas de manteau. Ah, ça a dit, c'est pas mon fils. Ça. Elle a dit, c'est quoi ça? Ouais. C'est qui lui? T'sais. Même si on a eu quand même des échanges aux 2 semaines à peu près là, pendant toute la séance là, de 4 mois là-bas. Mais clairement, mes parents ne reconnaissaient plus, puis mes frères aussi ne reconnaissaient plus le monde de leur famille. Là. J'avais vraiment, vraiment changé. Puis la personne que je suis aujourd'hui est excessivement dépendante de cette première expérience-là. Ah ouais, fait que ça a été le premier déclic. Comme moi, peut-être mon séjour au Nicaragua qui m'a ouvert les yeux sur une autre façon de vivre. Toi, c'est... Absolument. Mais moi, c'était que des locaux. Tu sais, j'ai pas été en contact avec d'autres voyageurs de d'autres pays ou j'ai pas rencontré... C'est vraiment la communauté là-bas.
Puis il y a plein de choses qui ont changé par la suite, tu sais. Ça a complètement là, modifié ma vision de la vie. Moi, je m'en allais être ingénieur, faire de la gestion de projet sur un chantier de construction. Je m'en allais travailler sur un chantier, puis faire le métier traditionnel d'ingénierie en civil. Tu avais une idée très Ouais, préconçue. moi, c'était ça. Je m'en allais faire de la gestion. OK. Tu savais ce qui t'attendait, là. Oui, absolument. Alors Mais que moi, ce j'allais voyage-là, chercher des... Moi, ce voyage-là, c'est là que ça a perturbé un petit peu tous mes plans. Là. OK, mais de façon positive. De façon positive. De façon positive, bien entendu. C'est vraiment intéressant. Ouais. Fait que tu vois, le parcours est quand même différent. Toi, tu as eu une enfance un petit peu plus ouverte rapidement. Je pense que probablement que tu as voyagé avant moi. Je pense que je suis un petit peu plus vieux que toi, mais je pense que tu as voyagé avant moi là, dans tes premières fois. Fait que, probablement que, c'est ça, on a la coopération est arrivée de façon différente dans nos vies, mais encore aujourd'hui, elle est toujours là. Fait oui, puis elle est venue répondre de façon différente à des besoins différents qu'on avait, tu sais. Mm-hmm. Toi, l'idée préconçue que tu avais de ton futur te convenait, moi, me convenait pas, j'avais besoin de voir autre chose. Ouais. Moi, c'est, comme je l'ai dit, je suis tombé dans ça, puis je me suis fait Ouais. prendre au jeu, tu sais. Puis ça a pris, même à partir de je me suis quand même dit, ça va faire partie de ma vie, mais ça ne va pas que être ça, ma vie. Il a fallu avoir une deuxième étape pour que je m'accorde la chance de faire de la coopération internationale vraiment beaucoup plus dans ma vie, même comme carrière. Mais pendant comme 10 ans, c'était juste un flirt. C'était comme, j'en fais un petit peu de temps en temps, puis je garde ça sur le site parce que je trouve ça important, puis ça m'anime beaucoup, mais je m'en vais pas à 100% là-dedans. Ça s'est comme fait en 2 temps, moi. Il y a eu ce premier déclic-là, à mon premier projet, puis 10 ans plus tard, quand je suis arrivé chez Ingénieurs sans frontières Québec. Puis là, ça a été la vraie, OK, là, je vais à fond dans la coopération. Complètement. Tu vois, moi, je le voyais vraiment comme une avenue, une façon de pouvoir travailler, mais en ayant, tu sais, en respectant mes valeurs. Parce que le monde qu'on m'avait présenté, pour moi, ça me convenait pas, c'était pas viable, mais de travailler dans ce milieu-là, tu sais, qui a des valeurs tellement humaines, tu sais, c'est de la solidarité, c'est du partage, c'est très humain, c'est aller à la découverte de l'autre, c'est quand même... tu sais, tu peux en vivre, c'est ça qui est fascinant là, aussi. Mais écoute, modestement. On parle de coopération internationale depuis un petit moment. Peut-être qu'on peut éclaircir un petit peu les gens par rapport à ça, parce que c'est un terme qu'on entend, mais à quoi ça fait référence? En fait, il y a différents types d'aides qu'on peut faire. Puis là, on va embarquer dans un petit volet un peu plus théorique, mais c'est juste pour situer les gens. Là, tu comprendras, de l'éducation populaire. Un petit peu. Là. On n'est pas experts, là, mais on fait une petite vulgarisation. Puis moi, un proverbe qu'on entend souvent en coopération internationale, c'est « si un homme est affamé, ben apprends-lui à pêcher au lieu de lui tendre un poisson ». Ça, c'est un proverbe qu'on entend très souvent, que je suis partiellement d'accord avec ce proverbe-là. Mais c'est ça, je vais prendre ce proverbe-là pour un peu parler des différents types d'aide. Bon, le traditionnel aide humanitaire, c'est, au lieu d'apprendre aux pêcheurs à pêcher, c'est je te donne un poisson. Puis un poisson qui vient très souvent de l'endroit où je suis, alors qu'il y en a chez toi, du poisson. Tu sais, quand on parle de servir nos propres intérêts, là. Voilà. C'est intéressant. Donc, l'aide humanitaire, on est vraiment dans... Il y a eu une catastrophe naturelle, il y a un besoin immédiat, tu dois manger, je te donne du poisson pour que tu manges. C'est dans la réactivité. On est dans la réaction. C'est urgent. C'est du unilatéral, on donne, on est généreux. On donne notre riz, on donne ce qu'on a, on vient aider. Exact. Ouais. On a l'aide au développement, qui est peut-être un niveau un peu plus périn. C'est-à-dire que là, au lieu de donner le poisson, ben là, on va te montrer comment te fabriquer une canne à pêche pour que tu puisses pêcher ton poisson. Fait que là, on est plus dans le volet accompagnement, renforcement de capacités techniques. T'sais, on aide les communautés à se créer des outils de développement socio-économique. Et il y a la coopération internationale qui arrive, où là, c'est comme si on avait chacun notre canne à pêche, qui est complètement différente, et on va s'asseoir ensemble dans un objectif commun pour partager notre façon de pêcher. Et là, on va échanger sur « Ah, ben ça, toi, ta technique de pêche, c'est ça, tu pêches tel poisson, tu utilises ça. Moi, ma technique de pêche, je fais ça. » Puis en bout de ligne, il y a un partage puis un échange. Fait que là, on est vraiment dans l'action bilatérale. Les deux entités sont bénéficiaires du projet commun.
Oui, c'est intéressant, mais ça veut pas dire que notre canne à pêche, je vais prendre Oui, ben oui, ton c'est un bon exemple. contexte pour comme Ouais. vulgariser le tout, je Ça veut pense. pas dire que la mienne est meilleure que la leur, mais Exact. peut-être qu'ensemble, on peut trouver une qui répond aux besoins de tout le monde. Exactement. Mais tu sais, c'est souvent l'occidental qui va aller Ouais, aider, fait qu'on a quand même une vision de on est les sauveurs, là. C'est à absolument. Ça, nuancer c'est aussi, très, très là. vrai. L'action n'est pas équitable des deux côtés. Tu sais, on n'est pas dans vraiment une relation de partage à 50-50. On est vraiment peut-être plus dans du 80-20, souvent, en coopération. C'est comme si nous, on arrivait avec la meilleure canne à pêche développée aussi au Québec pour pêcher de la morue, puis eux, ils pêchent avec une canne à pêche bas de gamme avec pas beaucoup d'hameçons, puis c'est vraiment quelque chose de plus délicat. Fait que, des fois, on a cette impression-là qu'on arrive à mieux outillé, avec plus d'expérience, puis là, on se bute à « Oh, OK, non, les contextes sont différents, fait que il n'y en a pas de morue, là. Ma canne à pêche pour la morue, elle ne fonctionnera pas en Afrique parce que il n'y en a pas de morue. Tu comprends? Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, la coopération internationale fait en sorte que l'échange est supposé être bilatéral, mais malheureusement, il n'est pas toujours équitable. Non, puis on commence à avoir des échanges nord-sud sur... pas Ouais. nord-sud, excuse-moi, sud-nord. Ouais. Mais c'est trop souvent nord-sud encore. Ouais. Et on commence même à avoir du sud-sud, mais ça commence, là. Oui, on est dans le Puis début. souvent, les personnes volontaires, les coopérantes volontaires qui vont dans les pays du sud, des pays qu'on dit en développement, ils arrivent chez des gens qui ont dans leur mentalité que les sauveurs arrivent avec de l'argent, puis c'est pas juste, tu sais, la mentalité, elle sort pas de nulle part, là, c'est que c'est des années et des années de pratique. de pratique de cette façon de faire où ils reçoivent de l'argent, ils reçoivent des équipements qu'ils ont même pas besoin, tu sais, parce que ces pays-là, quoi, ils ont besoin de se donner bonne conscience ou sont obligés d'accorder un budget à l'aide internationale, fait que ça rend encore plus difficile la coopération, mais c'est intéressant. Mais moi, tu vois, je pense sincèrement là, que c'est les trois paliers qu'on vient de discuter, l'aide humanitaire ou l'aide d'urgence, l'aide au développement puis la coopération sont nécessaires. Parce qu'ils ne répondent pas aux mêmes besoins. Puis, moi, j'ai pas envie de dire que la coopération internationale, c'est la bonne chose à faire qui va régler tout. Moi, je suis convaincu qu'il faut faire les trois pour arriver à vraiment répondre à tous les besoins. On pourrait se lancer dans un débat philosophique parce que moi, j'ai été longtemps sur le terrain, j'ai été des années sur le terrain, puis j'ai tellement de questionnements, j'ai tellement parlé à plusieurs personnes, tu sais, des dirigeants. J'ai vu beaucoup de choses aussi qui m'ont amené à me dire, on dirait que j'ai l'impression parfois que ça vient pallier à un problème plus grand que ça. Tu sais, quand tu vois des pays qui sont pas vraiment indépendants encore, là, c'est vraiment frustrant. Là. Des pays, quand leur monnaie est encore fabriquée en Europe, tu sais, est-ce que c'est une nouvelle forme de colonialisme? Et moi, j'ai eu ces questionnements-là, puis aujourd'hui, je n'ai pas la réponse encore. Là. Est-ce que la coopération est nécessaire? Je pense qu'il y a énormément de positifs, mais c'est peut-être pas le positif qu'on s'imagine. Ouais. J'ai l'impression que déjà, de créer des ponts entre nos pays, dans les deux directions, tu sais, qu'eux apprennent à nous connaître, que nous, on apprend à les connaître, puis pas juste moi, tu sais, moi, après, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est tout mon entourage qui... Ça vient briser un peu leurs préjugés à eux aussi, puis ça nous rapproche. Fait que je pense que ça, c'est un positif. Puis un agent gouvernemental m'avait déjà dit ça sur le terrain aussi. Puis je me dis, bon, ben peut-être que ma réflexion en va dans le bon sens. Fait que oui, il y a du positif. Puis c'est important de le démêler parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, tu vas faire de l'aide humanitaire. Non, jamais. Moi, je vais pas aller travailler pour Médecins sans frontières, là. Je vais pas travailler, je vais pas faire de l'aide d'urgence, là. Ouais, pas du tout, je suis pas outillée pour ça, là. C'est mais pas t'es la même d'accord chose. que c'est quand même essentiel dans certains... Tout à fait. Tu sais, c'est pas ce que tu préconises puis ce que tu penses qui est la meilleure solution, mais dans certains contextes, c'est important de quand même pouvoir apporter cette générosité-là. Mais est-ce que le fondement vient vraiment du fait qu'on veut se donner bonne conscience? Parce que, tu sais, moi, je reçois, là, honnêtement, au moins 20 courriels par semaine de particuliers d'un peu partout sur la planète. Puis ça se voit là, qu'il y en a que c'est vraiment des gens qui prennent le temps d'écrire à Ingénieurs sans frontières Québec et qui sollicitent notre aide parce qu'ils sont dans une situation d'extrême pauvreté puis qu'ils n'ont rien à manger. Là.
Mais tu vois, moi, je pense que je vais trop loin dans ma réflexion. Tu sais, je vais à la base, qu'est-ce qui a causé cette pauvreté-là? Qu'est-ce qui Il faut empêche l'avoir, le... cette réflexion-là, je suis d'accord Ah, je avec toi. l'ai. Fait que c'est sûr qu'il y a du positif à ce qu'on fait. Est-ce que c'est la solution? Non, mais je pense qu'il y a plusieurs actions en Mhm, parallèle. Et ça en fait partie. Il y a du positif. Tu sais, il y a des mhm. projets qui sont mis en place puis qui fonctionnent hyper bien puis qui sont durables, tant mieux. Ouais, J'ai vu beaucoup d'équipements prendre la poussière aussi, puis ça, c'est dommage, tu sais. Ou ouais, des sommes d'argent être dilapidées dans d'autres activités. ouais. Fait qu'il y a du positif, il y a du négatif, mais je pense de réfléchir à ça, puis quand on élabore des projets sur le terrain, ben de penser à la pérennité. Fait qu'au moins, la Mhm, coopération, s'il y a ça de positif, si la ouais, pérennité est ancrée dans le projet, puis la collaboration aussi. mhm, Puis tu sais, quand tu parles de renforcer les capacités, mais c'est qu'après, tu te dis qu'ils n'ont plus besoin de ta formation parce ouais. qu'ils sont... Mais il y a une approche que, moi, est excessivement importante dans ma vision de la coopération internationale, puis que ce soit de l'aide au développement ou quoi que ce soit, c'est que, puis Ingénieurs sans frontières Québec partage cette vision-là, là. C'est que les besoins, là, on ne doit pas les créer. OK? Ça doit venir à 100% des bénéficiaires, des gens locaux. Ils doivent se regrouper, se questionner sur leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme nouvelle infrastructure, comme nouvelle activité génératrice de revenus. Tu sais, ils doivent se questionner et ensuite nous contacter pour dire hey, est-ce qu'on peut échanger et partager pour qu'il y ait une entraide puis que nous, ça nous donne un boost supplémentaire pour continuer à développer notre communauté. Tu sais. Puis ça, cette stratégie-là, de dire je vais être complètement indépendant de vos réunions que vous tenez en communauté, puis vous allez identifier vos besoins sans que moi j'intervienne puis que je teinte votre discussion. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'organisations qui se détachent à 100% de ce processus-là, pour plein de raisons. C'est clair que les besoins, il faut qu'ils soient définis. Mais je pense que la durée aussi, ça s'inscrit dans la durée. Tu sais, si c'est un partenariat, puis ça fait longtemps que tu connais ton partenaire, puis que c'est clair c'est quoi ses besoins, puis tu le côtoies, puis tu apprends à le connaître. Puis quand tu pars sur le terrain, puis que tu pars, tu sais, même un an, tantôt on parlait de durée, mais un an, moi, j'avais l'impression que là, je partais, puis là, je commençais à comprendre le contexte. Ouais. Là. C'est quelque chose, là. Tu sais, t'as un mandat écrit sur papier avant de partir, mais t'arrives sur le terrain, puis il y a un contexte qui vient avec ce mandat-là. Il y a une réalité, il y a une culture, il y a des gens, il y a une structure, il y a une organisation. Tu sais, il faut apprendre à les connaître, à comprendre dans quoi on s'insère, dans quoi notre mandat s'insère. Là. Ouais, puis on est qui pour juger de qu'est-ce qu'ils ont besoin? Aussi. Tu sais? Ouais. Est-ce que c'est pas... Puis moi, j'essaie d'arrêter d'utiliser le terme pays en voie de développement. OK? J'essaie vraiment fortement d'arrêter de l'utiliser parce que j'essaie d'utiliser plus un terme du genre pays avec faible revenu annuel, ou des choses qui vont un peu... Parce que de dire que c'est un pays en voie de développement, c'est dire que nous, on est développés puis eux ne le sont pas. Puis est-ce que le développement est si bon que ça aussi? Puis est-ce que le développement de notre société est aussi important? Est-ce qu'on est arrivé à un summum? Est-ce que ça va si mal chez eux? Ou est-ce que ça va mal à travers nos lunettes? C'est ça. Est-ce que pour nous, quand on les regarde, on se dit, hey, ils vivent dans la misère. Ils font pitié. Ils font pitié. Ouais. Mais est-ce qu'eux, au quotidien, ils se disent ça? Pas du tout. Pas du tout. Souvent non, ouais. C'est parce Ils vont constater des lacunes. Ouais. Parce qu'ils vont dire, ah ben là, mon enfant, il n'y a pas d'endroit pour aller à l'école. Ou l'école dans laquelle il va est complètement délabrée. Pourquoi est-ce que notre société n'est pas capable de la mettre belle et accueillante comme je vois ailleurs? T'sais? Il y a des questionnements, puis il y a des lacunes qui se rendent compte, puis qui aimeraient améliorer. Mais il faut qu'eux fassent ce constat-là, puis qu'ils en fassent la demande. Oui, puis c'est intéressant que tu dises ça, parce que j'avais envie de le mettre de l'avant. Ça, souvent, ils ont déjà leur solution. Ils ont souvent sur place tout ce dont ils ont besoin. Puis des fois, on est juste un petit coup de pied ou on est un catalyseur. Ouais, genre, là. hey, nous, coucou, on peut vous financer des projets. Non, puis là, mais ils font comme, ah ouais, de leur donner cette confiance-là, de dire, ben ouais, pourquoi je suis ici? Vous êtes capable de le faire déjà, vous le faites très bien, mais ils ont comme l'impression qu'ils ont besoin d'avoir de l'aide pour que ça fonctionne. Mais non, ça fonctionne très bien. Il y a ça aussi là, Absolument. qu'on voit sur le terrain, mais ouais, en tout cas, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions. Ouais. Puis... Mais j'espère que l'initiative qu'on démarre aujourd'hui, là, en faisant une première
enregistrement podcast. Là. C'est très drôle de dire ça parce que on dirait que c'est un peu... c'est de l'air du temps, mais en même temps, c'est comme... Hein, c'est un peu weird qu'on se permette ça, mais bon, je suis très, très fier de le faire. En fait, il y a plein de sujets qu'on va vouloir aborder prochainement. On va s'y réserver. Puis je veux qu'on aille aussi beaucoup dans l'anecdote. On apporte nos réflexions, mais je veux qu'on raconte notre histoire parce que chaque trip qu'on a fait dans notre parcours a été marquant à sa façon. Puis quand tu y repenses, puis souvent ça prend plusieurs années à digérer l'intervention auquel tu as participé, mais un coup tu l'as digéré, tu es comme hey, cet événement-là il est vraiment marquant. Il est vraiment weird, il est vraiment spécial, il est beau, il est humain, puis il faut que je le partage. Puis c'est un peu un des objectifs du podcast, c'est de raconter nos histoires Parce que moi, c'est ça qui m'a amené aussi beaucoup dans la coopération, c'est que j'entendais les gens parler de qu'est-ce qu'ils avaient vécu, puis j'ai comme, hey, moi aussi, j'ai envie de me fonder mes propres histoires. Tu sais, j'ai envie de, moi aussi, dans quelques années, pouvoir raconter une anecdote croustillante, tu sais, à des novices, des gens qui commencent. Oui, puis d'en entendre parler, je pense que c'est ça qui donne envie de le faire. Tu sais, toutes les répercussions que ça apporte dans ta vie... Moi, si j'en avais entendu plus de récits, je me serais peut-être lancée plus tôt, tu sais. Effectivement. Puis moi, il y a une question dans la dernière année que j'ai posée à énormément de gens par plaisir, là, parce que puis c'est le titre du podcast qui est « Être un une sans frontières ». En fait, pour toi, ça serait quoi être un une sans frontières? Aujourd'hui, dans ma vie, là, avec tout ce que j'ai fait, tu sais, mes expériences terrain, de revenir ici, puis de continuer à travailler selon mes valeurs, là, parce que je travaille maintenant en condition féminine. Là. Être sans frontières, pour moi, je trouve que les frontières, on les définit dans tout ce qu'on a cadré. Le genre, pas nécessairement le genre, mais une situation économique, les frontières des pays... tu sais, tout ce qui nous bloque. Pour moi, c'est ça, les frontières. Fait que c'est les différentes ethnies, les différentes origines, c'est tout ce qui nous fait peur. Pour moi, c'est ça, la frontière. Ah, l'inconnu. C'est l'inconnu. Pour moi, la frontière, c'est l'inconnu, puis c'est pas juste une frontière physique, là, géographique. C'est une frontière invisible qui nous empêche d'aller vers les autres. Ouais. Fait que pour moi, être sans frontières, c'est d'être ouverte sur le monde. Je pense que c'est comme ça que je le définirais. C'est bon. Ben, je renchéris un peu sur toi parce que on a l'impression des fois que le sans frontières, là, c'est un terme qui y a pour beaucoup d'organisations là, qui utilisent les mots sans frontières pour dire que justement, nous, on veut œuvrer sur la planète et non pas ici, juste au Québec, au Canada. On veut aller ailleurs, on veut se déplacer, on veut pouvoir aider les autres. Puis on veut pas se mettre de barrières justement physiques, comme tu l'as mentionné. Mais moi, j'ai l'impression que être un une sans frontières, c'est pas juste les gens qui font ce genre d'action-là. Moi, j'ai l'impression que n'importe qui dans la société peut se mettre dans un mindset d'être un une sans frontières. Puis c'est pas facile de le faire parce que notre historique personnel, elle est teintée de toute notre histoire puis de tout ce qui s'est passé dans notre vie. On a des biais chacun et ces biais-là façonnent la vision qu'on a du monde et des autres. De l'inconnu, des communautés qui ont des rythmes culturels différents, qui ont des religions différentes. Si moi, pour te donner un exemple, si moi, mettons, j'habitais dans un logement là, à plusieurs appartements à Montréal, puis que j'avais un voisin, je veux dire maghrébin, c'était pas le cas, puis que j'ai vraiment eu une mauvaise expérience avec cette personne-là. Comment penses-tu que ça peut teinter ma lunette personnelle par rapport à toute la communauté maghrébine? Mais c'est juste un événement avec un individu. Fait que l'humain est continuellement en train de faire des amalgames sur des situations ponctuelles. Puis ça, là, c'est ça qu'il faut essayer de briser. Puis c'est pour ça qu'il faut se mettre dans un mindset où il faut laisser tomber nos repères, essayer d'oublier le jugement qu'on a de préconçu, puis de se dire, ben, je suis simplement en face d'un humain que je ne connais pas, et je vais l'écouter, puis je vais partager mon histoire, je vais écouter son histoire, on va rire ensemble, puis si je peux aider, tant mieux. Puis ça, n'importe qui peut faire ça. À chaque jour. À chaque jour. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement de se dire, moi je veux être un sans frontières ou une sans frontières, puis je vais aller à l'international aider ou apporter, tu sais, une petite goutte d'eau dans l'océan, puis faire un micro-changement chez quelqu'un.
Je pense que tout le monde peut l'être en étant ouvert à l'autre, en acceptant qu'il y a des différences. Puis c'est pas parce qu'il y a des différences qu'on doit se remettre en question nous-mêmes. T'sais, c'est pas parce que quelqu'un est différent de nous que je dois me questionner sur ma valeur puis sur mes choix personnels que je fais. Ça peut m'amener à réfléchir. Mais je suis pas obligé de remettre en question parce que souvent, les gens qui font de la coopération pour une première fois, ils ont tendance à faire beaucoup de mimétisme. J'en ai fait du mimétisme. Donc, on se transforme, on devient une autre personne. On devient l'autre. On devient l'autre, mais il faut pas faire ça. C'est pas la bonne chose à faire. Mais c'est parce qu'on n'a pas appris à faire ça. On n'a pas appris à vivre avec la différence. On a grandi et quand je parle, moi, la frontière que je vois, c'est tout ce qui est différent de nous, c'est là où on met nos frontières. Une personne qui vit avec un handicap, une personne qui physiquement ne nous ressemble pas, une personne qui vient d'un autre pays, une personne qui a une autre religion. Qui a une autre orientation sexuelle. Une autre orientation sexuelle. Nos frontières sont là où la différence embarque, où l'inconnu est, et je pense qu'on a grandi en ayant peur de ces différences-là, alors que la différence apporte tellement de positif dans la vie quand on n'en a pas peur. Ouais. Fait que d'arrêter d'avoir peur, je pense que c'est peut-être ça aussi, d'être sans frontières. De plus avoir peur de ce qui est différent, de ce qui est inconnu. Là. Je partage ça, puis c'est une réflexion qu'on va continuer à avoir dans les prochains épisodes. On va essayer d'aborder des thématiques, on va essayer d'aborder le choc culturel, on en a parlé, on a flirté un petit peu avec l'idée aujourd'hui, mais je pense qu'on va l'aborder plus en détail dans le cadre d'une émission. Le choc du retour, là, moi j'ai eu de la misère avec le retour à la réalité. Fait qu'on va en parler également. On a parlé de coopération, fait que nécessairement il y a un échange, il y a un apprentissage, il y a plein de leçons que moi j'ai apprises de l'étranger, puis je suis comme « Hey, pourquoi qu'on fait pas ça ici au Québec? » T'sais, ça pourrait être intéressant. Fait que ça, c'est un autre sujet. Fait qu'il y a plein de thématiques comme ça qu'on pourrait aborder dans le cadre d'autres épisodes. On va terminer ça ici pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, Catherine, pour ton temps. Merci, Pierre-Luc. Ça a été un plaisir. Puis j'ai très hâte qu'on fasse une deuxième émission. Pareillement. Ensemble. Merci. Merci.